Bienvenue sur Aventure humaine, Le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent. pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux, mais riches, de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie à impact positif te parle, Aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet. Salut Jean-Charles, Salut Gaël. merci beaucoup d'être au micro d'Aventure Humaine aujourd'hui. Ça fait la deuxième fois qu'on essaye d'enregistrer. On a laissé passer du coup derrière nous cette période incroyable du confinement et nous voilà de retour pour un bel épisode, un bel échange à mon avis autour du contenu. Merci, ça fait plaisir d'avoir reçu ton invitation. Et puis, même si le confinement est terminé, au final, on est quand même à distance pour cet épisode, parce que Oui. on a pris cette habitude aussi, je pense, d'enregistrer. Et on voit aussi les bienfaits de pouvoir enregistrer à distance, des avantages, des inconvénients. C'est ça, on est du coup, tu es bien évidemment aussi un créateur, un podcasteur. Je te laisse te présenter un petit peu rapidement. Ouais, ça marche. Je m'appelle Jean-Charles Kurdali, j'ai 29 ans. Je me considère, je me définis en tout cas comme un entrepreneur, même si j'aime pas forcément être limité à une seule fonction, une seule case. Et en gros, mon parcours, après, si tu veux, on pourra rentrer un peu plus dans le détail, mais j'ai eu 3 ou 4 phases distinctes. J'ai été joueur de poker online on va dire semi-professionnel. En tout cas, je gagnais de l'argent, enfin, j'en vivais correctement. J'ai joué entre 16 ans et 22 ans. Après, j'ai découvert l'entrepreneuriat entre 21 et 22 ans et j'ai monté un premier projet dans ces eaux-là. Et entre 2015 et 2018, donc entre mes 23 et 27 ans, j'étais le CEO de Fetch, qui était une boîte de food delivery, donc comme un Deliveroo, un Uber Eats, mais que j'ai spécialisé sur des villes entre 100 000 et 200 000 habitants. Ouais. Et c'était une aventure assez dingue. On peut en revenir un petit peu si tu veux, mais j'en ai beaucoup parlé déjà à divers endroits et j'ai écrit des articles sur ça aussi, notamment sur la dernière partie de la boîte qui était assez rocambolesque. Et voilà, donc j'avais vécu la start-up avec les levées de fonds, la grosse croissance à 30-40% par mois, le passage de 0 à 30 employés en 18 mois. Et ouais, donc la belle aventure qui m'a énormément appris, aussi bien sur le business que sur moi-même. Parce que du coup, notamment quand on commence à gérer l'humain et avoir des employés, on rentre dans une deuxième phase où on apprend beaucoup sur la nature humaine, que ce soit celle des autres ou la sienne. Et après, donc genre 2018, donc donc cette boîte-là, je l'avais montée à Nancy. Moi, je suis originaire de Nancy dans le Nord-Est. Nouvellement appelé Grand Est maintenant, on a fusionné avec nos amis ou ennemis, en tout cas on va dire plutôt amis alsaciens. Amis, bien sûr. C'est nos amis, bien sûr. Alors j'ai des potes et ma famille là-bas. Et donc en 2018, je déménage à Paris et depuis, donc pas mal de petits projets, on va dire, pas mal d'activités allant de l'accompagnement des startups, du coaching. J'étais advisor à des startups de The Family. Du coaching individuel aussi à mon nom propre. J'ai lancé des podcasts, c'est un des sujets du jour. Donc, dans la tête d'un VC, dans la tête d'un CEO, j'ai ma newsletter personnelle dans la tête d'un JCK que j'ai lancé aussi à mon arrivée à Paris en octobre 2018. Ça coïncide avec mon arrivée à Paris au final, cette newsletter. Et je dois oublier, j'ai monté un club de business angel aussi l'année dernière qui s'appelait First Ticket Capital, qui était lié d'une manière ou d'une autre à mon podcast de VC, enfin d'investisseur. Et puis voilà, je dois peut-être oublier un ou deux trucs, mais globalement, j'étais assez actif. Et là, je suis plutôt dans une phase, là, on pourra en parler aussi, mais où j'essaie de me recentrer et l'envie de remonter un projet qui prend tout mon temps ou une grosse partie de mon temps. Comme ça pouvait être le cas avec Fetch. Et là, j'étais plus ces 2 dernières années, c'était plus
une recherche, des itérations sur ce que j'ai envie de faire dans ma vie, et maintenant, depuis quelques mois, une recherche de quel business j'ai envie de remonter. Super, on va y revenir, mais du coup, juste avant d'appuyer sur record, aujourd'hui, tu me partageais qu'en fait, la création de contenu, c'était quelque chose que tu avais fait un petit peu naturellement et depuis plusieurs années, même avant de commencer ton activité de poker. C'est bien ça? Ouais, complètement. Mon premier contenu, donc c'était un blog, c'est l'époque des skyblogs en fait, Oui. avec les blogs de toutes les couleurs. À l'époque de MSN. MSN avec les Wiz, toutes ces choses-là, exactement. Et en fait, ça veut dire 14-15 ans, j'étais passionné de basket, de NBA et de streetball. Il y avait notamment la marque End One à l'époque, qui était une marque hyper connue de street, où il y avait des vidéos, des mixtapes, comme on dit dans le skate aussi, de ces tournées que faisaient ces joueurs de street aux quatre coins du monde, aux quatre coins des États-Unis et un petit peu dans le monde. Et du coup, j'avais créé un blog où je partageais un peu des vidéos. D'ailleurs, c'était à l'époque où YouTube commençait à se développer. Ça devait être vers 2005-2006. Et en fait, YouTube, alors je digresse un peu, mais YouTube, c'est ce qui avait permis YouTube d'ailleurs de battre Dailymotion, c'était le fait de pouvoir intégrer des vidéos sur les blogs. Ils avaient une fonction d'intégration que n'avaient pas les autres concurrents, dont Dailymotion, qui était leur concurrent principal, si je dis pas de bêtises. Et du coup, donc, je partageais des vidéos, je racontais des bêtises. Hein. À l'époque, je sais plus trop ce que je disais, mais je parlais de basket et de ma passion de streetball et de NBA. J'ai fait ça pendant quelques temps, et après, comme tu dis, quand j'ai fait ma transition, quand j'ai commencé à jouer au poker alors ce qui n'est pas très légal, mais j'ai fait ça vers 16-17 ans quand j'ai commencé, alors, en faisant croire bien sûr que j'étais majeur, parce que sinon je n'aurais pas pu m'inscrire sur les sites. On est D'accord. de prescription maintenant, on va dire, il y a plus de 10 ans. Mais très vite, en fait, ce qui s'est passé, pour continuer sur le contenu, c'est que j'ai ressenti l'envie, alors déjà de m'associer avec des personnes pour progresser. Ça, j'en parle aussi. La force de la communauté, où il y a le contenu et il y a la communauté. C'est deux choses qui m'aident dans la vie à partager, à transmettre et à m'améliorer. Donc j'avais en fait, j'étais allé sur un forum de poker assez connu à l'époque, et j'avais proposé à des gens en fait, on s'était proposé mutuellement même de créer un groupe sur Skype. Donc on n'était plus sur MSN, là c'était déjà passé sur Skype, c'était en 2007 du coup. MSN. Donc là c'était déjà une petite communauté là. Une micro-communauté, ouais. On était un petit groupe de 6-7 personnes. Et donc on était sur le forum d'un côté où il y avait tout le monde, et on avait créé notre petit groupe. Et sur le forum, on avait notre propre blog. En fait, on avait une équipe, on avait créé une mini-team de joueurs de poker en fait, qui avaient les mêmes objectifs. Et on postait sur ce blog, qui était un blog commun, nos mains, par exemple, au poker, tu vois. On va prendre une situation, tu vois, on va se dire dans telle situation, voilà, donc j'ai joué une main. On la propose aux gens et on leur demande qu'est-ce qu'ils auraient fait dans la même situation, en leur donnant le maximum d'informations pour qu'ils puissent prendre une décision la plus juste possible. Après, on va pas rentrer dans les détails du poker, mais au poker, plus tu as d'informations, vu que c'est un jeu d'informations incomplète, plus tu as d'informations, plus tu peux prendre une bonne décision. Chose que tu peux mettre en parallèle d'ailleurs avec l'investissement pour les VC ou les business angels. On n'a jamais toutes les infos, mais plus tu as d'informations, plus tu engranges rapidement de l'information de qualité que tu peux croiser en général, plus tu vas faire des bons investissements. Et au poker, c'est pareil. Plus tu as d'infos, avec une bonne décision. Plus tu prendras une bonne décision. Bon, Et du coup, là, vous essayez de mutualiser, de partager, mais et du coup de ressentir un peu plus ce que une bonne décision pouvait être avec toute cette communauté. On postait des mains, mais on faisait aussi sur Skype on se regardait jouer mutuellement, un peu comme les gens font sur Twitch maintenant. Et nous, on le faisait déjà en 2007. En fait, on se faisait des partages d'écran et on regardait en live un mec jouer et on commentait. Alors soit si la personne le voulait, on commentait en live, sinon on notait a posteriori, on revoyait les situations, les mains les plus intéressantes. Mais ouais, on avait vraiment ce côté. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il y avait vraiment ce côté entraide dans un petit groupe qui avaient tous le même but, c'était de devenir des très bons joueurs de poker, qui partaient tous de zéro, plus ou moins avec très peu d'argent, et qui sont tous devenus professionnels ou pas loin, en tout cas, qui ont pu en vivre pendant quelques années. Donc, toi, il n'y a pas de secret. Hein, on n'était pas plus intelligents, je pense, que les autres. On était juste 6-7 personnes avec le même but et qui se bougent tous les jours pour l'atteindre. Plus assidu, plus régulier. Ouais. Et l'émulation du groupe qui aidait énormément. Et en parallèle de ça, j'avais un blog aussi, donc il y avait le blog commun, et j'avais créé mon petit blog personnel aussi sur ce forum,
où je racontais plus en détail mes aventures. Donc, je disais voilà le compte rendu de mon mois. Là, ce mois-ci, j'ai joué tant de mains. Voilà mes résultats. Voilà comment je me suis senti de manière générale. Tu vois, parce qu'il y a aussi pas mal de mental dans le poker. Tu peux avoir des longues périodes, même si tu es un joueur gagnant, tu peux avoir des périodes pendant quelques semaines, même quelques mois où tu vas perdre de l'argent. Et après, ce qui est dur, en fait, c'est. Après, je vais pas rentrer dans les grands détails, mais des fois, c'est pas forcément. Enfin, tu peux avoir très bien joué pendant une période et perdre de l'argent, et à l'inverse, faire n'importe quoi et gagner au court terme. Mais en fait, vu que c'est un jeu où les résultats, on voit la réalité de nos décisions qu'à long terme, en fait. Il y a que le juge de paix, c'est le long terme au poker. Alors, le long terme, c'est quelque chose d'abstrait, hein, mais il faut jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et au bout d'un moment, on peut avoir une estimation assez précise de si on est un joueur gagnant ou perdant. Mais en tout cas, j'avais ce blog qui m'aidait beaucoup à partager et à progresser. Ok. Est-ce que du coup, le fait de partager, de documenter, d'essayer d'aller chercher un groupe, ça, c'était aussi valable pour ne pas être seul dans un domaine ou une activité en particulier, et c'était aussi pour aider à prendre justement on parlait de décision, mais améliorer ses choix. Ouais, alors par rapport à la volonté de ne pas être seul, oui, c'est vrai que en général, peu importe le domaine, tu vois, j'en ai pas parlé, mais avant, j'étais pas du tout excellent là-dedans, mais j'en ai fait quand j'étais jeune, je faisais du skate, et en fait, c'était pareil, il y avait un côté très communautaire dans la culture skate, est géniale pour ça, quoi. Les gens sont très ouverts, tu peux aller dans un skatepark ou un endroit en tout cas où on fait du skate, je sais pas, près des marches près d'une cathédrale, par exemple, que moi j'avais à Nancy où j'habitais, et il y a plein de skateurs, et en fait, les plus âgés ou les plus expérimentés viennent aider les moins expérimentés, et après, quand c'est toi qui est un peu plus expérimenté, tu rends un peu l'appareil. Et ouais, ce côté n'apprends pas tout seul, en fait les autres ont déjà fait ce que tu veux faire, ou d'autres personnes veulent faire la même chose que toi. Il y a vraiment cette notion, je crois beaucoup au triptyque, avoir des mentors, avoir des pairs, donc des gens de ton niveau avec la même volonté, le même objectif, et des élèves. Et en fait, j'essaie toujours de cultiver, d'avoir ces trois dimensions dans mon réseau, peu importe le domaine dans lequel je suis, parce que quand t'es éduques, t'apprends aussi. Quand t'élèves, t'apprends, et puis quand t'as des pertes, tu te challenges et tu progresses vite aussi. Donc moi, je fais toujours attention d'avoir les trois à tous les moments de ma vie, quand même. Très intéressant, ouais. Je reprendrai cette notion. J'appelle ça le réseau en trois dimensions, mais après, il y a plein, on peut l'appeler comme on veut. T'as écrit un article d'ailleurs dessus. Ouais, il me semble que j'en avais parlé, ça remonte, mais ouais, j'ai dû écrire là-dessus. Et du coup, cette décision, parce que tu commences légèrement avant tes 18 ans, comment il y a une dizaine d'années, on prend la décision de passer pro et de tout se mettre, tout faire pour percer et puis pour avancer dans le poker. Ouais, c'est lié. T'as pas fait d'études après le bac, c'est ça? Si, j'en ai fait. C'est ça qu'on n'en parle pas souvent, mais je pourrais y revenir. Mais avant, du coup, à 16 ans, c'est là où c'est le commencement. En gros, ce qui se passe, vers 16 ans, il se passe plusieurs choses. J'ai un problème familial. En fait, j'ai ma grand-mère qui tombe malade assez gravement, avec qui j'étais très proche. Et on a eu une année très difficile. Voilà, elle est décédée un an plus tard, et c'était une période pas simple à gérer. Moi, je venais de rentrer en seconde. Du coup, je redouble ma seconde à ce moment-là. J'ai une année joué au tennis en compétition aussi à cette époque, et là, je fais ma pire année de ma vie, du coup, au tennis, où je gagne quasiment pas un match de la saison. Je perds contre des gens contre qui j'avais jamais perdu depuis que j'avais 12 ans. Et du coup, il y avait rien qui allait, quoi. Et il se trouve que il y a eu deux choses. Donc vers la fin de l'année scolaire, en fait, en fait, j'ai découvert le poker par hasard. En fait, un prof, mon prof de seconde, qui s'est retrouvé à parler de poker en cours, je sais plus trop pourquoi. Et ça m'a intrigué, et je suis allé me renseigner sur ce que c'était, et j'ai commencé à jouer un peu de manière, un peu par hasard, et très vite, en fait, j'ai eu ce besoin. C'était un très bon timing, parce que j'avais ce besoin, en fait, de retrouver un peu un certain amour-propre, tu vois, redorer mon ego un petit peu, de me dire, voilà, tu redoubles, tu perds tous tes matchs au tennis, toi, tu as besoin d'un truc pour être fier de toi un petit peu, quoi, tu vois, quelque chose dans lequel tu progresses, où tu as des victoires, on va dire, des petites victoires même. Et le poker a commencé un peu comme ça.
Sachant qu'au début, j'avais même commencé par les échecs. Et en fait, je me suis rendu compte que les échecs, c'était impossible quand tu avais déjà 16 ans de devenir un grand maître. Fallait commencer avant 5 ans, tu vois. Et, du coup, c'était mort pour moi. Donc je me suis rabattu sur le poker, pour la petite anecdote. Je suis nul aux échecs, hein. J'ai joué 2 semaines, hein. C'était juste même pas, mais j'ai vite compris que t'avais vraiment besoin d'un challenge et d'un challenge individuel, même si avec ce besoin cette intuition que avec une communauté, un petit groupe, tu peux progresser. T'avais besoin vraiment de ce côté individuel et de te confronter à toi-même, quoi. Ouais, je suis assez compète. J'ai du mal aussi. J'ai fait du foot quand j'étais petit, avant le tennis, et j'étais assez. Et même dans le basket d'ailleurs, j'ai tendance à être un peu mauvais perdant et un peu personnel. Tu vois, je vais te raconter une histoire au foot. Bon, c'est à petit niveau, hein, quand j'étais petit, tu vois. Mais j'étais attaquant, j'aimais beaucoup marquer des buts, du coup, comme tout attaquant qui se respecte. Et je me souviens d'un match, on avait dû gagner 6-0 ou 6-1. Et j'avais plutôt bien joué, tu vois. J'avais dû faire, je sais pas, 3 ou 4 passes décisives, j'avais été influent sur le match. Et à la fin du match, j'avais pleuré, en fait, parce que j'avais pas mis de but, là. Et du coup, ça devait être très bizarre, tu vois, les gens qui voyaient le gamin de l'équipe qui avait gagné, qui chialait. Moi, je pleurais. Ceux qui avaient perdu, je suis pas sûr qu'ils pleuraient, mais moi, je pleurais, en tout cas. Et ça montrait en fait à quel point en fait j'avais cette obsession en fait individuelle de mettre des buts. Et c'était vraiment, je venais pour ça, je venais pour scorer des goals, quoi. Enfin, il fallait que je mette des buts. Et après, pareil au basket, j'ai eu tendance à avoir un jeu assez un petit peu individuel des fois. C'est le côté aussi parce que j'ai appris à jouer. Alors c'est toujours marrant ça, mais dans la rue entre guillemets, j'ai pas joué en club au basket, donc en fait c'est un jeu qui est très individualiste quand tu apprends à jouer comme ça. Oui. Donc ça permet de comprendre peut-être certaines choses. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et par rapport à, donc il y a eu le poker donc à 16 ans comme je te disais. Et cette année compliquée, donc ça me permettait de sortir un petit peu, c'était presque un échappatoire au début, tu vois, d'avoir une activité assez prenante qui me permettait de penser à autre chose. Et en parallèle, alors ça devait être à 16 ou 17 ans, j'ai lu le livre Sur la route de Jack Kerouac, un auteur américain que j'adore, qui alors sans très d'accord, mais c'est un peu le leader du mouvement de la Beat Generation. C'était des artistes, écrivains, poètes, philosophes des années 50 aux États-Unis qui avaient envie en fait d'expérimenter plein de choses, tu vois, après la Seconde Guerre mondiale, et qui ont voyagé énormément aux États-Unis, qui ont fait des expériences spirituelles, sociales, même sexuelles, enfin sur plein d'aspects. Et en fait, c'était un peu un bouquin qui me montrait qu'il y avait d'autres manières de vivre que les conventions, que ce que propose l'école, que ce que propose la société, le chemin classique, pour ce que ça veut dire. Et donc pile dans une période de construction, et ça t'a vraiment ouvert les yeux. Je suis en train de le lire, hein, ce livre, parce que tu l'as recommandé il y a pas très longtemps, et t'en parles régulièrement dans ton contenu. Et donc je l'ai attaqué, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, en gros, pendant cette période, je pense que j'ai dû commencer aussi à lire pas mal et à m'intéresser à la semaine de 4 heures. C'était peut-être juste encore un petit peu après, mais c'était un peu à ce moment-là où je me suis construit mes propres repères. J'ai déconstruit les repères d'une société ou familiale, et du coup j'en ai rebâti d'autres avec encore une fois du contenu. C'est ça, du coup, parallèle avec c'est semblable avec ce que j'ai pu faire du coup. Mais c'est vrai que c'est assez puissant. Et alors le coup, pour le bouquin Sur la route, c'est pas forcément le bouquin le mieux écrit au monde, mais c'est plus qu'il y a vraiment l'idéologie qu'il y a dedans en fait. C'est vraiment, j'en garde pas forcément des grands souvenirs au niveau de l'écriture, même s'il y a un style qui est très très particulier d'ailleurs de Jack Kerouac, qui écrivait en instantané, en automatique, où il a écrit avec il a écrit sur un parchemin illimité, parce qu'avant il tapait sur des machines à écrire. Oui. Et en fait, vu qu'il voulait avoir un rythme sans coupure, il avait un long parchemin qui est d'ailleurs, il me semble, exposé à Paris. Je ne sais plus dans quel musée. Et le parchemin doit faire, je sais pas, une quarantaine, 50 de mètres, si c'est pas plus. Mais ouais, ce bouquin-là, en tout cas, m'a ouvert les yeux et m'a conforté dans l'idée que je voulais aller dans une voie qui était peut-être différente de celle que proposait le système scolaire d'un étudiant à l'époque qui était en seconde. Et du coup, j'ai vachement décroché après. L'école ne m'a plus du tout intéressé à partir du moment où j'ai joué au poker et j'ai lu ce livre. Mais après, donc, si tu me parlais de la question des études,
bon, c'est pas le truc le plus intéressant, mais j'ai eu mon bac et après j'ai eu 2 ans de fac où j'ai testé les facs de droit et LEA, langue étrangère appliquée, mais au final j'allais très peu en cours et j'avais aucune envie, aucune motivation pour passer mes années, donc je les avais pas. Et après j'ai fait un BTS en comptabilité parce que c'était un lien avec mes études avant le bac. En fait, j'avais fait un bac, un bac technologique avec de la compta. Et voilà, donc j'ai fait 2 ans ça. Et donc tu t'es vraiment mis à fond dans le poker et est-ce que le regard de ton entourage c'était difficile, c'était bizarre. A été en fait, ce qui était bizarre en fait, c'est que d'un côté t'es considéré comme quelqu'un qui réussit dans une discipline, mais qui était une discipline qui était assez alors ça commence un petit peu vers 2010, 2011, tout ça, mais c'était un peu marginalisé les joueurs de poker avant 2010 parce que c'était pas quelque chose qui était connu en France. L'ouverture du marché français s'est faite en 2010 avec notamment Winamax, PokerStar.fr, tous ces sites-là où il y avait énormément de pubs, mais avant ça c'était très peu connu, en tout cas pour le jeu online. Et en fait, d'un côté, du coup, tu réussissais ou tu perçais en cas de discipline, et de l'autre, tu étais un peu un cancre pour les profs, pour même tes camarades de classe. Toi, tu étais le gars qui venait pas en cours, qui ratait ses années, et les gens comprenaient pas parce que tu vois, j'en parlais sans rentrer dans les détails. Tu vois, ils savaient que je gagnais un peu d'argent avec le poker, mais ils se rendaient pas compte du niveau qu'il fallait avoir pour gagner de l'argent déjà, pour être gagnant. Oui, bien sûr. Donc il y avait un peu une double vie avec ça. Et enfin voilà, et par rapport aux études, comme je te disais, donc j'ai fini mon BTS, je l'ai fini par l'avoir. Alors je n'étais pas du tout assidu pendant les cours, et quand j'y allais en tout cas, j'allais pas souvent, et en plus quand j'y allais, je n'étais pas très assidu. Mais en tout cas, ce qui a été cool avec ce BTS, là où je lui dois pas mal, c'est qu'en fait, c'est pendant un stage, je sais plus, c'était en première ou deuxième année, où en fait, je fais pas grand chose pendant le stage, et je traîne un peu sur les forums de poker. Ça s'appelait Club Poker, le plus gros forum. Et là, je tombe sur le blog d'Olivier Roland. Là, on est en 2012. C'est des livres pour changer de vie, si je ne me trompe pas. Oui. Où il résumait des bouquins. Il avait son challenge, un livre par semaine résumé pendant 1 an. Et c'est là où je découvre un des premiers, parce qu'il en parlait énormément à l'époque, Tim Ferriss, dont on parlait avec la semaine de 4 heures. Donc là, j'achète Tim Ferriss. Je découvre le personnel MBA de, je crois, un mec qui s'appelle John Kaufman ou quelque chose du style. Ou Josh Kaufman. Josh. Je tombe sur ses ouvrages. Ça m'intrigue, et là je me dis il y a une autre voie, c'est celle que le poker et que l'école, c'est celle de l'entrepreneuriat, de créer sa propre activité. Au début, tu vois, je m'intéresse un peu pas longtemps, mais un petit peu à créer son blog, et tu vois, éventuellement sur une passion, et tu vois, les prémices de la Passion Economy, je m'étais dit je vais faire un blog sur le cinéma et je vais interviewer des mecs dans l'industrie, et puis peut-être qu'un jour j'aurai des sponsors avec des gens dans l'industrie qui voudront me payer parce que j'aurai de la visibilité, etc. Enfin vraiment ce que prônait Olivier Roland avec ses formations. Oui, mais ce qui est encore vrai. Hein. Ce qui est encore, oui, complètement. Après les formes ont un petit peu évolué, même si le blog reste encore un canal, enfin un moyen tout à fait possible. Mais après, donc il y a eu cette première phase qui a été très courte où je pensais plus blog, et après c'était plus entreprise. Plus entreprise, je me suis rematé une deuxième fois à l'époque là, The Social Network, tout le cliché, la startup. Et là, je me rends compte en fait que les startups peuvent m'offrir la même chose que m'offrait et m'avait offert en tout cas le poker. C'était part de zéro, tu peux avoir très peu de moyens, mais par contre, si tu te démerdes bien, tu peux aller très vite, gagner gros. Enfin, c'est même pas tu peux gagner. Moi, c'est même pas l'argent en fait, parce que ce soit le poker d'ailleurs, ça peut apprendre gros pour les gens, mais que ce soit le poker ou les startups. Ça n'a jamais été l'argent la motivation primaire. Ça a toujours été l'envie de progresser, de découvrir des choses et de me challenger. Et d'ailleurs, au poker, j'étais plus attiré par la technique dans le jeu, la théorie, que par le jeu des fois. C'est-à-dire que j'ai très peu joué au final par rapport à ce que j'aurais dû jouer en nombre d'heures. Je passais trop de temps à échanger sur de la stratégie, la technique, de la théorie. Et c'est un de mes défauts des fois, c'est d'être un peu trop dans le théorique. Il faut aller dans le pratique, même si des fois j'ai des moments où je peux être très fort dans l'exécution, mais j'ai ce côté un petit peu à vouloir intellectualiser les choses, merci à le dire. tu passais beaucoup de temps à te préparer et à t'améliorer plus qu'à pratiquer. Ouais, et au final, voilà, je pense il faut avoir une bonne répartition. Tu vois, typiquement dans le poker, il aurait fallu jouer 80% de mon temps et 20% de mon temps étudier le jeu. J'étais plus presque l'inverse. Peut-être pas quand même, mais j'étais plus à 50-50. D'accord. Et comment tu fais du coup cette
cette transition. Si déjà juste une question, est-ce que le poker, tu y joues vraiment que en ligne ou est-ce que tu fais un petit peu de tournoi physique et tu voyages? À l'époque, c'était quasiment exclusivement online. Et D'accord. maintenant, je joue quasiment plus, mais le peu que je joue, c'est plutôt en live maintenant, dans la vraie vie, quoi. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui te fait basculer on l'a vu, du coup, c'est peut-être le blog d'Olivier Rouland, mais quelle est la transition entre joueur de poker et start-upper, entrepreneur? La transition, ça fait 7 ans que je joue au poker, enfin à l'époque plutôt 5-6 ans. Je perds un peu en motivation, le challenge est différent, tu vois, c'est une phase où j'ai le choix entre soit je pousse vraiment pour essayer de devenir un très bon joueur, un des top joueurs, et il fallait faire des très gros efforts, tu vois. Moi j'avais 20-21 ans, j'étais bon parce que j'avais beaucoup travaillé le jeu, mais je me reposais un peu sur mes acquis, et je voyais aussi que le poker allait pas m'apporter un épanouissement à long terme, je pense. Tu vois, le poker, j'étais un peu trop quand il y avait des moments compliqués, tu vois, je sentais que ça jouait sur mon moral aussi. C'est le problème de ces jeux-là, c'est que quand tu gagnes de l'argent, quand tu es un joueur gagnant, tu trouves ça normal, et les moments où tu en perds, et ben ça t'affecte. Et c'est pas normal. Genre, et perdre, par exemple, perdre 1000 euros, ça t'affecte beaucoup plus que le plaisir que tu prends à gagner 1000 euros. C'est pas du tout équilibré, le rapport entre le plaisir et la déception. Alors que pourtant, moi, j'étais un joueur gagnant. Tu vois, j'ai quasiment eu que des mois gagnants pendant les 4 années où j'ai joué vraiment sérieusement. D'accord. Il n'y a que 1 ou 2 mois dans ma vie où j'ai eu un mois négatif, donc c'est marginal, c'est très peu. Mais des fois, tu avais des moments où tu perdais pendant, 6-7 sessions d'affilée, où tu te mettais derrière ton PC et tu perdais de l'argent, quoi. Donc mentalement, il fallait rester solide. Mais donc la transition s'est plus faite en fait parce que envie de changer d'activité, envie de prendre. Pour moi, c'était une évolution logique presque, parce que c'était une forme d'indépendance, le poker. Ça m'avait apporté une certaine indépendance financière et intellectuelle. Et j'avais envie de pousser ça sur quelque chose où je pouvais créer des choses plus tangibles, où je pouvais apporter plus de valeur. Alors sans dire des grands mots, mais voilà, un peu plus de valeur à la société en tout cas, et un nouveau challenge, un nouveau défi à repartir de zéro et à monter tout en haut, si possible. Ok. Si du coup, après, tu lances effectivement donc Fetch, ces 3 années incroyables de travail, d'apprentissage. Est-ce que tu peux nous le résumer en quelques minutes, comme ça c'est toujours difficile de résumer ces longues histoires, surtout que c'est dans les détails qu'il y a vraiment les vraies pépites, quoi, qui sont dans l'apprentissage. Mais tu les as déjà, à mon avis, beaucoup partagées. C'est vrai, complètement. Donc Fetch, en gros, aventure où tu pars d'une envie de développer un service de livraison parce qu'il n'y en a pas dans ta ville, il n'y en a pas trop en France à l'époque, en 2015, il n'y a pas encore les gros acteurs connus aujourd'hui qui opéraient en France. Oui. Uber Eats n'existait pas du tout, même d'ailleurs, ils n'étaient pas encore créés, ils ont été créés en 2016 ou 2017. Et en fait, tu te retrouves malgré toi à lancer un peu naïvement ce service dans ta ville d'origine. Ça grossit, t'es un peu dépassé par les événements, t'as de la croissance, tu passes tes journées à devoir recruter des gens, des livreurs. Et après, on s'est retrouvé, toi, je fais vraiment l'histoire rapide là, mais on était dans un garage, on n'avait vraiment pas d'argent au début pour démarrer. Après, on a eu nos bureaux, on a fait une levée de fonds. On a pu ouvrir une deuxième ville en parallèle de cette première levée de fonds. On est allé à Metz, et là, ça a encore plus explosé. Là, il s'est retrouvé qu'on a vraiment affiné notre vision après 1 an d'activité à se spécialiser sur les villes entre 100 et 200 000 habitants. Parce que d'un côté, on voyait les gros qui arrivaient, et de l'autre, on sentait qu'on avait une certaine expertise qui était en train de se développer sur ce segment. Et après, donc une deuxième levée de fonds. Vous aviez levé combien de... C'était des petites sommes, par rapport à ce qu'on peut voir maintenant. On avait dû lever la première année, après 1 an et demi, quelque chose de l'ordre de 150 000, 200 000 euros. Après, on avait fait une autre levée de 600 ou 700 000 euros, et après, on en avait refait une autour de 800 ou 900 000 euros. D'accord. Et vous étiez combien de cofondateurs? Alors, ça a évolué. On était 4 cofondateurs au début. J'étais le seul les premiers mois vraiment à temps plein. J'avais surtout mon associé principal qui après était full-time très vite, c'était Lou Chardin, qui était considéré comme le directeur financier et ensuite directeur opérationnel de la boîte.
Alors, au début, c'est du bullshit d'appeler ça comme ça, hein, mais très vite, en fait, voilà, il y avait une utilité à partir du moment où on structurait la boîte. Au début, voilà, c'est surtout on fait tout et on va vers ce quoi on est le plus à l'aise et le plus pertinent. On se répartit les tâches de cette manière. Mais ouais, donc c'est toujours difficile parce que de raconter l'histoire, ça dépend comment tu te places, à quel niveau de précision, à quel niveau de précision tu veux la raconter. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est vrai, on a eu une croissance très forte pendant les 3 premières années. On a grossi, on a pu faire ces levées de fonds. J'ai recruté, la première année, on était 2, après on était 7, après on était 18, et après on était une trentaine chaque année. Et ce qui s'est passé, du coup, je l'ai expliqué, tu pourras peut-être le mettre en description, mais un long article où j'explique là où ça a un peu vrillé, la machine s'est un peu grippée à cause de problématiques techniques qu'on a rencontrées en 2017 qui ont impacté notre année 2018. Et on avait une espèce de dette technique qui était une vraie bombe à retardement en fait que je sentais venir et que j'ai pas réussi pour plein de raisons en fait à redresser le bateau. En fait, je voyais le truc qui partait en direction qu'il fallait pas aller au niveau technique, je parle. Bon, c'est un peu long à expliquer ça, mais je l'explique dans l'article. Ok. Et puis voilà, on a fini par, en 2 temps, en fait, on a failli faire une belle vente qui n'a pas pu aboutir, pareil, je l'explique. Et finalement, on a fait une moins belle vente au finish, vraiment juste avant de mourir, avec plus d'argent sur le compte en banque, en août 2018. Mais ouais, aventure de dingue parce que c'est là aussi, on pourrait revenir, mais où je découvre aussi. Énormément de pratique et du coup d'apprentissage par l'expérience, quoi. C'est ça. Et puis pas mal, c'est là où j'ai commencé à partager sur l'entrepreneuriat aussi à partir de Fetch 2015-2016, où j'ai commencé à écrire sur le média. Et du coup, je me suis fait connaître aussi à travers mes posts, sachant que moi, j'étais pas à Paris. Et du coup, les gens connaissaient plus mon nom via Medium, en fait, et mes articles que via ma boîte pendant un certain temps. D'accord, j'allais te poser la question. Donc, au début de cette aventure, tu commences à créer du contenu, mais plus relié, on va dire, à toi, à cette position de créateur de projets, de start-up, d'entreprise, plutôt que au final autour de la marque. C'est ça ? Ouais, c'est vrai que on travaillait aussi, on a fait du contenu aussi pour Fetch, mais moi j'avais cette envie un peu de commencer à partager sur mon expérience. Quand je dis mon expérience, c'était ma jeune expérience et surtout mes erreurs en fait. Et j'avais écrit un premier article sur les erreurs que j'avais faites sur un projet qui était en amont de Fetch. J'avais fait un petit projet pendant 5-6 mois qui n'avait rien donné. C'était un peu le crash test que tout le monde fait, tu vois, quand t'as ta première idée, qu'il faut vite rater. Il faut vite la foirer pour passer à la deuxième, mais qui est toujours utile justement pour la deuxième. C'est une belle école. Je conseille à tout le monde en tout cas c'est rare que la première idée soit la bonne, donc ce qu'on n'est pas bon en fait sur la première boîte, c'est juste ça. Donc il faut vite faire des erreurs, apprendre et passer à autre chose. En fait, j'avais écrit là-dessus et après j'avais commencé à écrire sur les expériences que je vivais avec Fetch, mais c'était plus orienté pour les gens comme moi qui voulaient se lancer ou en tout cas avoir un peu d'inspiration et de contenu sur la réalité aussi de ce que c'était de monter une startup en 2015, en 2016 quoi. Et c'est comme ça, c'est à ce moment-là où tu as commencé à brander un petit peu le JCK. Ça arrivait plus tard. Un petit peu plus tard. Okay. Ouais, ça c'est plus à l'époque c'est même beaucoup plus tard entre guillemets, en tout cas sur l'échelle des 5 ans de contenu là, 2015-2020. C'est plutôt vers 2018 ça, parce que j'ai vu quelques personnes plutôt à la fin comme ça et je me suis dit c'est marrant et tout, ça sonne bien je trouvais. Et du coup je l'ai repris, puis finalement les gens ont commencé de plus en plus à m'appeler comme ça. Du coup c'était un peu c'était pas prémédité quoi, c'était un peu genre je vais mettre le nom là et puis après les gens l'ont beaucoup repris. D'accord. Mais non, à l'époque Medium qui était en alors ses débuts, je suis pas sûr, ça peut-être arrivé en 2014 en France, quelque chose comme ça, mais en tout cas on n'était pas beaucoup à écrire sur Medium en 2015-2016. Et ce qui est cool en fait, c'est que ça permettait de vite sortir du lot sur alors des petites audiences, mais on était vite identifié comme un des créateurs en fait, les plus actifs les créateurs de contenu sur le Medium. Et il se trouve que la plupart en fait des gens qui écrivaient, on devait être une dizaine, ils se connaissent tous en fait, dont moi. Et la plupart sont devenus des potes ensuite. On a cette petite clique en fait des gens qui ont commencé à écrire vers cette époque, qui est devenu ami. Toi, je pense à Valentin Decker qui a beaucoup écrit, Alexis Minkela, Onur Karapinar. Je vais en oublier là, mais voilà, il y a tous ces gens qui écrivaient très tôt sur Medium en français.
on est devenus potes en fait. Ah, super. En 2020. Et du coup, là, est-ce que tu étais régulier? Non. Tu sentais ça ou non, tu Non, pouvais j'étais pas alors, tête dans le déjà, guidon j'arrivais pas. Alors, il y avait mon activité de CEO de Fetch qui était ma priorité. Mhm. Il y avait aussi, alors ça c'était une mauvaise raison de ne pas faire plus de contenu, mais je subissais quelques critiques et ça m'affectait plus quand j'avais, là maintenant je m'en fous complètement, mais quand j'avais 23-24 ans, tu vois, je le prenais plus à cœur, tu vois, quand je me faisais critiquer, justement par notamment des gens de ma ville d'origine, ou de ma région, qui comprenaient pas en fait qu'il y a plein de gens en fait quand tu crées du contenu, quoi. Ils voient ça comme si tu donnais des leçons en fait. Alors c'était un peu l'inverse, moi j'essayais juste de dire j'ai fait des conneries, ouais, j'espère que vous les ferez pas. Et j'écrivais aussi du contenu parce que il se trouvait qu'on était très visible dans ma région, Fetch, startup qui fonctionnait bien et en plus B2C hyper visible avec les livreurs dans les rues. Donc on était vraiment les gens les plus mis en avant dans la région. Et du coup, j'avais beaucoup d'entrepreneurs qui voulaient me rencontrer. Et puis au bout d'un moment, j'avais plus le temps de voir tout le monde. Alors je me dis, autant écrire des articles comme ça, genre diriger les gens vers mes articles après. C'était un moyen de faire effet de levier avec le contenu plutôt que d'être présent physiquement, faire des face à face avec tout le monde. Ok. Mais ouais, j'avais un peu. Ça c'est un peu con parce qu'en fait, j'aurais pu écrire plus, mais j'étais un peu affecté. Je me souviens, ça devait être vers 2016. Et ouais, autant sur les podcasts, j'ai toujours été. Enfin, c'est facile, je trouve, d'être régulier. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai pas de problème à shipper un épisode par semaine si nécessaire, quand c'est le rythme souhaité. Mais à l'écrit, À l'écrit. Ouais, alors un newsletter, non. Alors, on pourrait faire une analyse. Pourquoi, avec un newsletter, j'arrive tous les semaines à sortir un truc. Et en article, je n'y arrive pas. Mais j'ai jamais eu cette rigueur d'avoir mes 4-5 articles d'avance pour être sûr d'avoir toutes les semaines un article qui sort. Voilà, je saurais pas. Enfin, je peux essayer de l'expliquer, mais en tout cas, j'ai jamais réussi. Ok. Et donc, si maintenant on creuse un peu plus sur cette période des deux dernières années, tu as lancé vraiment plusieurs podcasts, tu as lancé une belle newsletter qui a vraiment grandi ces dernières semaines, ces derniers mois. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu le quotidien d'un créateur, le pourquoi tu te lances comme ça, et après on va aller un peu plus sur ce marché, le reste. Avec plaisir. De toute façon, c'est la continuité, alors sans vouloir faire le parcours de manière linéaire, mais toi, après Fête, j'arrive à Paris, je sais pas trop ce que j'ai envie de faire. J'avais envie pour moi, c'était la suite logique, entre guillemets, tu vois, je voulais pas refaire une boîte à Nancy, je voulais voir autre chose. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai plein de potes à Paris à ce moment-là, je me dis, autant venir là où ça se passe, entre guillemets, même si c'est moins vrai maintenant en 2020, et ça sera encore peut-être moins vrai dans les prochaines années, parce que je pense qu'on va avoir une vision différente un peu de nos lieux de vie. Ça, c'est un autre sujet. mais en tout cas, je sentais le besoin de venir ici. Et je savais pas trop ce que je voulais faire. Rapidement, il y a The Family qui m'a proposé de passer côté advisor. Moi, avant, j'étais avec Fetch, une des startups, on va dire incubées, c'est pas le terme, à The Family. Donc ça permettait d'avoir une activité de freelance avec eux. Et c'est là où j'ai lancé, du coup, je te disais, en octobre 2018, ma newsletter. Alors, je t'avoue, il n'y avait pas forcément une grande stratégie, si ce n'est que je savais, comme plein de gens qui lisent sur le contenu, qu'il faut avoir une mailing list, parce que c'est ce qui est le plus puissant. Comme on dit, ça t'appartient et tu ne dépends pas d'une plateforme en particulier. Ouais. C'est ça. Donc j'en parlais notamment, je me souviens, avec Alexandre Dana, dans un de nos nombreux restos qu'on a pu faire ensemble. Alexandre Dana, fondateur de Live Mentor. Live Mentor, oui. Qui est un ami. Et on se disait, oui, on parlait de Seth Godin, on parlait de Tim Ferriss, on parlait de tous ces gens-là. Et c'est vrai que le point commun, la valeur est dans la mailing list. Et Live Mentor est une des boîtes qui le démontre très bien, voilà, où ils ont énormément de gens dans leur mailing list et ça leur apporte beaucoup de business. Et ils apportent aussi beaucoup de valeur avec cette newsletter. Et moi, j'ai lancé ça, et à l'époque, c'était, ça ressemblait un peu à ce que j'ai appelé après les bons plans de JCK, donc où je file des ressources. À l'époque, ça s'appelait les bons plans du lundi de JCK en 2018. et je filais 4-5 liens comme ça, et j'expliquais pourquoi j'aimais bien ces différentes ressources. Ça a commencé comme ça. Sans trop, lance une mailing list, tu verras ce que ça va donner, c'est ton espace un peu d'expérimentation. Et vraiment, si on revient à ce moment-là, donc
En gros, je suis curieux, je passe du temps à lire, à regarder, à m'intéresser à quelques thématiques. Ouais. Je remplis un tableur avec plein de ressources. Quel est le début et comment tu vas choper tes 50, 100 premiers emails? Est-ce que Alors, j'avais déjà une base, en fait, via Medium. D'accord. Grâce à Medium, en fait, je mettais... après, ça s'appelait Upscribe, en fait, ce qui permettait de mettre un espèce de call to action pour capturer des emails sur tes articles. D'accord. Et ça, donc, ça m'avait aidé. Je devais avoir 150 ou 200 mails pour commencer. Et j'avais utilisé Get Review, qu'Alex utilisait justement. Il avait une newsletter à l'époque avec sa compagne, en fait, où il faisait des correspondances, où il parlait de gens qu'ils admiraient, des écrivains, des entrepreneurs, et c'était hyper stylé. Et j'ai repris leur outil, en fait, à l'époque. J'aurais repompé l'outil qu'ils utilisaient, qui était très bien. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas encore Substack, en tout cas. Et donc, pourquoi j'ai commencé? Voilà, cette envie, en fait, de... Alors, il y a plusieurs choses. Tu vois, si j'essaie de... En même temps, ça me fait réfléchir. Je pense qu'il y avait le côté... J'ai toujours envie de partager des choses. Tu vois, c'est pas parce que j'ai pas une boîte en ce moment que je peux pas continuer à apporter de la valeur aux gens, à construire mon audience. Donc, il y avait aussi une recherche, je pense, d'une certaine visibilité, toujours, toi, toujours dans le paysage, tu vois, que les gens voient que j'étais encore actif, même si j'avais pas de boîte à ce moment-là. Oui, garder un lien et garder une activité intellectuelle ou de connexion et de réseautage, quoi. Ça. Et l'autre point, tu vois, c'était l'envie que j'avais déjà commencé avec Fetch de montrer que j'étais pas que un mec de start-up ou un entrepreneur, toi, qui monte des startups ou qui monte des boîtes, qui avait beaucoup plus. Donc tu voulais être créateur. Ouais, créateur, et puis créateur dans le sens où je fais du contenu, mais même de montrer un peu toi, mon appétence pour la lecture, même pour les romans, pas que la non-fiction. Le fait que j'aime bien sortir du domaine de la tech. C'est ça. Je voulais, en fait, ouais, tu me donnes ma réponse là. Cette période, on va dire octobre jusque printemps 2019, du coup. Donc, il y a vraiment une envie de sortir un peu justement de ce carcan là, de cet écosystème et d'explorer. Tu avais fait une overdose. Et tu te rappelais que avec Olivier Roland, avec tout ça, il y avait d'autres domaines et tu as eu vraiment envie, mais aussi sûrement ce besoin intellectuel de prendre ses pauses. On peut en parler de ce côté. Tu es un grand lecteur. Est-ce que c'était à ce moment-là que justement le quotidien et les engagements et ce côté euphorique de l'entrepreneur n'étant plus là, tu as pris ce temps pour toi et pour lire un petit peu et rattraper ce... Ouais, en gros, si je peux raconter un peu une histoire avec la lecture. Donc je dis, quand je suis petit, donc je lis des livres, mais je suis pas non plus, j'en lis peut-être quelques-uns par an, tu vois, jusqu'à mes 18 ans. Dont le bouquin de Jack Kerouac sur la route, mais sans être un grand lecteur régulier. Et la lecture me revient en fait grâce au business et grâce à l'entrepreneuriat avec, je lisais La semaine de 4 heures, tous ces livres connus, Comment se faire des amis de Carnegie, Influence et manipulation de Cialdini, tous ces bouquins de développement personnel, de productivité et de business. Et après, au début de Fetch, en fait, je mixais entre ça, où j'en lisais une petite dizaine par an, je pense, mais je lisais aussi beaucoup d'articles et de blogs, beaucoup de blogs, parce que j'étais plus à la recherche des fois c'est pas forcément la meilleure chose, mais dans une recherche de tactique, tu vois, genre je voulais être bon sur Facebook Ads, donc je trouvais le super blog sur Facebook pour les Facebook Ads, et puis j'essayais de comprendre. Pareil pour AdWords, pareil pour, notamment dans le marketing en tout cas. Je passais énormément de temps sur les forums comme growhackers.com. Il y avait plein de forums américains que je suivais à l'époque, Product Hunt, tous ces trucs-là. Donc ça c'était 2016, et en 2017 j'ai eu envie en fait de retrouver et de remettre plutôt ma concentration et mon temps sur les bouquins, parce que j'en avais marre de lire des articles qui sont des bouts de pensée en fait. Je parle d'articles, pas des... C'était un peu moins construit. On peut lire des essais aussi. Il y a de plus en plus de gens qui écrivent des essais assez longs sur Internet, comme Paul Graham par exemple ou d'autres, mais en tout cas je voulais quelque chose de plus construit, de plus long. Et du coup l'année dernière je me suis dit, tu vas te focus sur les bouquins, et donc je crois que j'ai dû lire une trentaine de livres en 2017, principalement de la non-fiction.
Et là où il y a le shift qui me fait que je lis beaucoup plus maintenant encore, c'est en 2018. Donc c'est comme tu dis, c'est les dernières semaines de Fetch en fait où on est dans cette phase de turbulence et où en fait le seul échappatoire est la vente. Bah, il se trouve qu'en fait il y a eu des jours, c'était très rare c'était les seuls moments de l'aventure, mais où j'avais beaucoup moins de choses à faire en fait au final, parce que c'était la vente ou rien. Et du coup, tu as besoin de travailler 15 heures par jour sur le dossier de la vente, tu vois. Des fois, il faut être bon les 20 minutes du call, tu vois. Enfin, j'exagère un peu, mais toi, ça dit que c'est très, très bizarre comme situation d'ailleurs à vivre, où tu dis tout se joue sur quelques minutes ou quelques heures sur une journée. Et là, j'ai essayé de prendre du recul, j'ai fait enfin bref, je confonds un peu tout, mais je fais des marches et je lisais beaucoup. Et c'est vrai que c'est là où aussi j'ai commencé à relire des romans. Je voulais sortir un peu du business. Et pour te dire, donc en 2017, j'ai dû lire une trentaine de livres, en 2018, une soixantaine, et en 2019, j'en ai lu plus de 80. Donc tu vois, je suis en croissance. Cette année, je pense que je vais rester dans ces eaux. Je vais pas dépasser, j'espère plutôt être 70, quelque chose comme ça. Ouais. Je veux pas faire un concours de je lis plus tous les ans en fait, parce que ça devient presque pernicieux après, tu vois, c'est pas bon, je pense. On lit pour lire, après on lit plus pour le plaisir ou pour apprendre, on lit pour avoir un score. Et enfin ça, je pourrais t'en parler de mon rapport à la lecture, comment il évolue, mais ouais, en tout cas, il y a eu un échappatoire aussi, je pense, et une envie de penser à autre chose, donc des romans, des bouquins de plus de philosophie, des Sapiens, tous ces livres là. Enfin, je pourrais t'en citer plein, mais on a à peu près la même bibliothèque, je crois. J'imagine. Si on creuse ce rapport à la lecture, du coup, comment tu lis est-ce que c'est régulier, c'est une routine aujourd'hui, actuellement? Ouais, j'ai fait la lecture, elle fait partie de ma vie quotidienne, vraiment tous les jours, hein, à peu de choses près. Donc j'essaie d'y consacrer environ entre 1h30 et 3 heures par jour, donc ce qui est assez long au final pour la plupart des gens, je pense. Il y a une session qui est la plus régulière, c'est celle du matin. Ce qui est bien, c'est que ça m'oblige à me lever tôt, et si je me lève pas tôt, en fait, je me punis entre guillemets, parce que du coup je vais pas lire, donc, et comme j'aime bien lire, c'est supposé m'obliger à avoir une certaine hygiène de vie en essayant de me coucher pas trop tard. Je n'y arrive pas toujours, mais c'est le but en tout cas. Donc il y a cette session du matin, souvent pendant et après le petit déjeuner. J'aime bien lire aussi après avoir mangé, je fais mon sport et après je mange le midi, et j'aime bien avoir une petite session de lecture avant de reprendre le taf l'après-midi. Et sinon le soir, je trouve ça agréable de lire un peu avant de manger ou après manger. Là en ce moment j'essaie pas mal, parce que c'est un peu un process entre guillemets, en tout cas ma journée itératif, tout ça, mes semaines, mes journées. Mais en ce moment, je suis plus dans une phase où j'aime bien profiter du soir, quand je suis tout seul en tout cas, pour lire, et moins passer de temps à regarder des films ou des séries, même si j'adore. Je suis un grand passionné de cinéma aussi, et même de séries, donc il faut faire des choix, mais je trouve que je prends du plaisir aussi à lire le soir. Donc voilà, et après, par rapport au nombre de livres, il y a eu une évolution là en ce moment dans ma tête, c'est de ressentir que je pouvais tendre vers quelque chose d'aller dans le quantitatif. Et là, ce que j'ai envie de faire, du coup, c'est continuer à explorer, parce que j'ai plein d'auteurs que j'ai envie de lire encore. Tu vois, j'ai pas envie de me limiter encore à quelques auteurs, mais j'ai toujours dans un coin de ma tête ce que peut dire des philosophes que j'adore, comme là, pour le coup, tout le monde l'aime bien depuis quelques années, mais comme Sénèque, toi, qui conseille de trouver ses auteurs et de jamais trop en sortir. Tu vois, vraiment, il faut revenir à des auteurs. Faut pas être quelqu'un qui picore, faut être quelqu'un qui approfondit les choses. D'accord. Et du coup, j'ai l'impression de un peu trop picorer peut-être de temps en temps, mais en même temps, c'est parce que même si je lis beaucoup, je considère comme curieux, comme un jeune lecteur aussi, parce qu'au final, ça fait seulement 3 ans que je lis de manière intensive, on va dire, récurrente, que ça fait partie de ma vie quotidienne. Et tu vois, du coup, j'ai plein encore de lacunes littéraires. Donc aujourd'hui, ton programme de lecture, on va dire la pile de livres qui t'attend, elle est énorme. Elle est énorme, mais c'est une pile que donc tu creuses cette dizaine d'écrivains peut-être qui sont tes préférés, ou ce sont des recommandations, ou alors tu cherches encore sur quelques domaines particuliers? Là, je rentre dans une phase entre deux. Je n'ai pas approfondi mes auteurs favoris, ou mal ou très peu, ces dernières années.
Pourtant, j'en ai déjà des auteurs que je sais qui m'accompagneront. Alors, c'est pas toute ma vie, une grande partie de ma vie. Mais là, je suis dans cette phase justement où je vais avoir 2 types de sessions de lecture, on va dire. Il y a les lectures picorage, on va dire, je sais pas si ça se dit. Donc vraiment, je vais aller découvrir des nouveaux auteurs ou me faire plaisir avec des romans, tu vois, que j'ai envie de lire, tu vois, qui indépendamment d'une priorité business ou autre. Et après, il va y avoir des lectures plus en mode étude, typiquement Sénèque. Quelqu'un comme Montaigne par exemple. Alors je vais pas forcément lire Montaigne, j'adore, mais je vais lire de temps en temps les essais, mais je vais plutôt lire le bouquin que je suis en train de relire là, c'est de Sarah Backwell, qui s'appelle Comment vivre, enfin How to Live en version originale. Ça c'est un bouquin de référence qui étudie beaucoup la philosophie de Montaigne. Je vais avoir là, pas plus tard que ce matin là, j'ai étudié L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson, que je relis pour la 2e ou 3e fois. Et en fait là j'ai vraiment pris je suis en train de prendre le temps de noter toutes les notes que j'ai soulignées dans le livre. Et du coup, je vais avoir un document là, de pas loin de 15 pages, je pense, sur le bouquin. Donc, c'est un process, là, ça me prend 4-5 heures à faire, ça, tu vois. Donc, c'est un engagement. Oui. Et du coup, ça, c'est... J'allais te poser la question, tu prends des notes dès ta première lecture ? Ouais, après, j'ai 2 types de lectures. J'ai les lectures Kindle et les lectures papier. Oui. Enfin, 2 formats. En papier, j'ai repris un concept de Maria Popova de Brain, je sais pas comment il s'appelle son site, je t'ai retrouvé ça, Brain Pickings, que Tim Ferriss, Tim Ferriss en parle souvent. Et la fille, en fait, elle utilise un index en fait quand elle lit, elle va mettre des catégories, tu vois, qu'elle met à la fin, au début du livre. Par exemple, moi j'ai des catégories comme to do, c'est des call to action, tu vois, des choses que j'ai envie de refaire après la lecture. Donc je vais souligner et à côté je vais mettre TD. Et à la fin du bouquin, je vais mettre TP et il va y avoir un numéro de page. Et je vais faire ça pour les to-do, les citations, les ressources, soit comme si j'avais des hyperliens et des bouquins ou des sujets que j'ai envie d'approfondir après. Je vais avoir les idées, les réflexions. Enfin voilà, j'ai quelques catégories comme ça. Et du coup, elles sont indexées à la fin du livre, ce qui me permet après de revenir dessus selon mes envies, mes besoins, et de regarder l'index et d'aller dans les pages après. Et sur Kindle, ça va être ce que permet Kindle, donc le surlignage des passages. Et après, tu peux exporter sur Evernote ou autre chose, directement même sur Amazon. Et du coup, je reprends mes notes après, comme ça. Ok, super. Et si on fait juste une petite... un petit focus sur du coup le podcast et la newsletter, comment tu as réussi à vraiment... la faire grossir et à être très régulier sur ces 2 aspects-là. Ouais. Alors la newsletter, dès le début, j'ai dit ça sera les lundis à 16h30. C'était un peu arbitraire. Ouais. Je sais pas pourquoi 16h30. C'était l'heure à laquelle je quittais l'école en primaire, je pense. C'est la sonnerie de l'école quand t'es au CP. Et après, je sais pas, je sentais une forme d'engagement, tu vois, même s'il y avait quelques centaines de personnes qui suivent au début, mais je trouvais ça bien d'avoir cette hygiène de se dire tous les lundis j'allais sortir quelque chose avec ma newsletter. Tous les dimanches matins, tu prenais ton café et tu allais écrire. Exactement, je suis un passionné de café à Paris, à dénicher les bons plans pour pouvoir travailler. J'ai toujours préféré d'ailleurs travailler en café que dans des bureaux. Je déteste les coworking, je déteste même les bureaux de manière générale, j'aime pas trop. Même avec Fetch, alors j'ai commencé dans les cafés, parce qu'on n'avait pas de bureau au début, mais même quand on avait des bureaux avec les employés, ça m'est arrivé de m'extraire des bureaux, de partir en scred et d'aller me cacher dans un café pour retrouver un peu l'ambiance que j'ai. Cette atmosphère et puis ce côté inconnu en fait. Ouais, en fait ce que j'aime bien dans les cafés, c'est anonyme. Tu peux avoir un peu de bruit. Alors déjà je préfère un café assez calme, mais un peu de bruit c'est pas dérangeant. Mais tu sais que tu vas pas être très, très rarement dérangé en fait. Ce qui n'est pas le cas dans tes bureaux, ce qui n'est pas le cas dans un coworking où on est. Voilà, et moi-même je le fais aussi. Tu n'es pas importuné quoi. Ouais, voilà, aucune interruption si tu le désires. Donc ça j'adore. Et ouais, donc oui, les dimanches matins comme tu disais, donc je vais dans mon café, je sais pas, autour de 10h et c'est là où je rédigeais mes newsletters que je publiais le lundi. Et est-ce que tu penses que ce côté podcast, newsletter, tu as cette régularité dans ces 2 médiums, tu l'as eu parce que justement il y a une structure
entre guillemets, il y a déjà une structure à trous et tu as juste à la combler plutôt qu'un article où là, il faut presque tout reconstruire à chaque étape, à chaque fois. Alors, c'est très juste ce que tu dis. C'est une réflexion que je m'étais faite aussi, notamment les podcasts, on va y revenir après, mais c'est vrai qu'il y a une structure qui aide à faciliter la préparation, tout le process est assez bien rodé, donc ça enlève de la friction pour les créer. Avec la newsletter, c'est vrai aussi, c'est vrai qu'il y a des rubriques, mais il y a quand même, tu vois, dans la newsletter, il y a la partie réflexion, alors qui n'a pas toujours existé, mais où chaque semaine, je parle d'un truc qui est différent, qui est des fois un peu long, c'est presque un article en fait, des fois, en termes de taille, de caractère. Mais en fait, dans la newsletter, je ressens une liberté, je sais pas comment dire, en fait, tu sais, c'est ma newsletter, c'est les gens qui ils ont choisi de me lire, tu vois, ils reçoivent le truc. C'est comme si ma pensée, je sais pas, je mettais moins de pression entre guillemets sur ce que j'allais publier. Un article sur un médium, par exemple, enfin sur Medium ou autre moyen de diffusion, il y a un côté, il faut que ce soit plus poli, enfin poli dans le sens léché, plus pro, je ne sais pas, enfin j'arrive pas à trouver la bonne expression là, mais tu vois ce que je veux dire. Et du coup ça crée une friction en tout cas. J'ai le sentiment que faut que ce soit plus travaillé. Et du coup j'ai pas le temps, donc je le fais pas. La newsletter, tu peux mettre une réflexion ou pas. Elle peut faire la longueur que je veux. Y a pas de règle. C'est ça. Ouais. Juste envoyer et nourrir et diffuser ce. Ouais, même si c'est un poil évolué, je t'avoue, maintenant je fais un peu plus gaffe quand même. En plus elles sont un peu plus longues. J'ai envie de pousser un peu plus mes réflexions. Mais pendant longtemps, j'écrivais, limite je relisais même pas ce que j'écrivais pour te dire. Enfin j'exagère un peu, mais je tapais vraiment. Il n'y avait pas forcément trop de relecture et un gros travail d'édition. Maintenant il y a plus de taf d'édition maintenant. Je prends plus de soin quand même. Alors, je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise chose, parce que je vois aussi qu'il y a plus de gens qui suivent, donc j'ai envie aussi de. C'est pas forcément une bonne motivation, mais en tout cas, il y a à côté, tu vois, faut que t'es plus suivi, donc il faut quand même que tu respectes les gens qui te lisent, encore plus, et ça passe aussi, par essayer de corriger un peu plus peut-être les fautes, même si j'en fais toujours un petit peu, d'éditer, enfin voilà, je prends plus de soin sur la forme que je pouvais faire peut-être au tout début. Et donc c'est aujourd'hui. Tu partages un peu plus de 2000 abonnés, c'est ça? Ouais, bon après c'est maintenant 2200 là maintenant, mais c'est ça. Ça change de toute manière de semaine en semaine. Est-ce que tu passes autant de temps à écrire, à produire du contenu et autant de temps à animer, du coup à la partager pour la faire grandir, cet aspect de visibilité? Plus de temps à l'écrire quand même. Plus de temps, ok. Là, je pense que ça me prend écriture, édition et mise en forme. Je pense que ça doit me prendre 4 heures maintenant. Ça commence à prendre un peu de temps. Tu vois. Là, j'ai réduit. Et là, je te dis 4 heures sur celle du lundi. Parce que là, j'avais aussi un format le vendredi. Oui, là, à un moment, oui. J'ai arrêté. Là, j'ai fait pendant le confinement parce que je voulais redégager du temps pour mes futurs projets. Et du coup, je l'ai rebasculé une partie du format dans celle du lundi, les bons plans, les ressources que j'aime partager. Donc, ouais, ça prend quand même 4-5 heures, je dirais. Et le marketing après, alors il y a une partie il y a 2-3 posts par semaine, tu vois, sur LinkedIn. Je sais, ça prend peut-être 1 heure tout ça au total. Et après ça se quantifie pas trop, tu vois, t'en parles à des gens à droite à gauche, tu vois, ça c'est passé même pas, enfin je le comprends pas. Mais plus de temps pour écrire du coup. Sachant qu'une newsletter c'est pas hyper viral quoi. Alors si les gens kiffent, ils vont la partager, mais c'est pas une vidéo YouTube quoi. Donc la croissance se fait plutôt par des actions récurrentes, des actions comme par exemple, tu vois, faire un post sur LinkedIn la veille, un peu teaser de la newsletter, tu vois, pour attirer des nouvelles personnes à s'inscrire. Ça, j'ai l'impression que ça marche bien. Je le vois et c'est sûr que ça marche bien. Ça va forcément se fatiguer un moment, comme tout type de publication. Tu vois, il y a une fatigue de la publicité. Oui. Là, ça sur Facebook Ads notamment quand tu fais du business, mais il faut se réinventer. Moi, des fois, j'ai tendance à peut-être un peu trop user du même mécanisme. Enfin, il faut plus varier, je pense. C'est là où je pense que le copywriting, où moi, j'ai pas forcément été formé, ou je vois d'autres amis, tu vois, qui ont des très bonnes manières de varier et de poster sur LinkedIn notamment, ou d'autres réseaux. Mais ouais, complètement. C'est hyper important. Ça m'apporte pas mal d'inscrits.
Et après, je pense que c'est comment dire, c'est la rigueur de la publication en fait. Enfin, plus tu vas publier en fait, plus les gens vont pouvoir parler de toi. Je vois que les gens, avant j'avais peur un peu, tu vois, la newsletter comme elle est un peu j'ai envie qu'en même temps qu'elle parle de beaucoup de choses, mais il y avait pas forcément pour moi une thèse centrale, tu vois. Enfin, c'est toujours ma quête, tu vois, de quelle est ma thèse, tu vois, qu'est-ce que je, pas ce que je vends, mais ce que je prône, tu vois, comme vision de la vie. Je suis toujours en phase de recherche, hein, de toute façon, et je le serai toujours, mais elle s'affine petit à petit cette thèse. Mais du coup, je me disais, les gens, c'est pas simple pour eux de pitcher. Suis JCK, suis Jean-Charles Curdeli, enfin comment il m'appelle, parce qu'il parle de ça. Donc, tu vois, c'est toujours un travail, voilà, comment rendre cohérent un petit peu cet ensemble qui s'est fait de manière organique, tout en sachant que j'ai pas forcément envie de me spécialiser sur un sujet, quoi. Donc, c'est tout le défi que j'ai au quotidien. Enfin, je suis parti un peu dans tous les sens, mais je sais pas si ça répond à ta question. Oui, je comprends et j'aimerais du coup maintenant profiter du temps qui nous reste pour, si tu veux, nous partager un petit peu en avant-première ou du coup au tout début de ce nouveau projet. Est-ce que tu... Ouais. je peux même pas, tu vois, te lancer vraiment parce que je ne le connais même pas. Moi, je suis même pas sûr que je le connaisse encore. Pour te dire, je vais peut-être te décevoir, mais enfin que je le connaisse je connais les grandes lignes, mais pas les détails. Ouais, donc là, on enregistre. Ce coup-là, on doit être autour du 10 juin, quelque chose comme ça. Enfin, je viens de partager dans ma newsletter justement de la semaine où on enregistre que je quittais entre guillemets mon poste d'animateur de Dans la tête d'un VC. Oui. C'est ça qu'on n'a pas forcément parlé, mais j'ai deux podcasts. L'un des deux podcasts, voilà. Dans la tête d'un VC sur l'investissement et Dans la tête d'un CEO avec les dirigeants de startup. Oui. Et donc ça fait 1 an que je faisais ce podcast Dans la tête d'un VC qui marche pas mal là. Et du coup, j'ai décidé en fait de l'arrêter. En tout cas, de l'arrêter de plus être le présentateur. J'ai Mehdi Benjeloun qui prend ma place, qui est un ami qui prend ma place à l'animation et moi je me mets à la production avec lui. Et en fait, pourquoi je fais ça ? Il y a 2 choses. La première, c'est qu'en fait, quand j'ai commencé Dans la tête d'un VC, donc il y a 1 an, j'étais sur un projet de vouloir devenir moi-même VC et de créer mon propre fonds. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, c'est pour ça que j'ai créé un club d'investisseurs. En fait, j'ai vite appris, du coup, j'aime bien aller vite pour savoir si j'aime bien un truc ou pas. Et j'ai vite compris que c'était pas ce que j'avais envie de faire de ma vie. En tout cas, pas à mon âge, là, peut-être plus tard, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. En tout cas, je voulais pas être à temps plein investisseur. J'ai vraiment envie d'être dans des projets où c'est moi qui pilote. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, je voulais redégager du temps pour mes autres projets. Sachant que c'est quand même, ça prend du temps de faire un podcast, surtout quand on en a 2. Oui. Et au-delà de ça aussi, il y avait le troisième point du coup que j'ai pas mentionné avant, mais c'était l'envie quand même d'une continuité pour ce podcast qui est apprécié. Et j'ai aussi quand même pas mal de choses que j'aimerais tester. Et même si moi je le ferai pas moi-même parce que j'ai plus le temps d'être animateur. Tu auras quand même ce plaisir-là. Ouais, on va pouvoir tester des trucs avec Mehdi, donc c'est hyper cool. En plus, justement, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, c'est parce que je voulais quelqu'un qui avait une vraie envie, une vraie motivation. Moi, je me voyais pas. Je pense que ça aurait été féqué à un moment d'avoir cet talent, cette énergie positive, dans les interviews. Si t'as plus toi-même envie d'être VC, en fait. Là, en fait, ce qui m'a fait tenir en fait les dernières semaines, les derniers enregistrements, c'est parce que j'ai fait avec des gens que j'aime beaucoup. Les derniers épisodes, j'ai sélectionné des mentors et couplé au fait que je savais qu'il allait y avoir une continuité et j'ai toujours eu du plaisir en vrai à préparer ces épisodes, mais je pense que si j'étais parti pour 30 épisodes encore, 1 an de podcast sur une thématique où j'étais plus forcément intéressé à fond, en tout cas, ça se serait ressenti. Donc je préfère laisser ma place. On peut pas tricher avec sa voix, c'est pas possible. Puis de toute façon, je suis même égoïste, j'aime pas faire des trucs quand j'ai plus envie de les faire, donc au-delà des gens, même si j'y pense aussi, c'est aussi pour moi, pour pas que ça se devienne une plaie d'avoir quelque chose que j'ai créé qui me plaît plus. Et donc voilà, donc pour gagner du temps aussi, la chose, troisième point. Et du temps, pourquoi ? Pour un nouveau projet que je tease du coup depuis tout à l'heure là. Et donc ce nouveau projet, que c'est difficile encore quand même à en parler en détail, mais en tout cas ça rejoint en fait le besoin d'alignement que j'ai depuis et de recherche en fait itérative que je peux faire depuis 2 ans.
Et là, on est en train de regarder avec un pote, en fait, tout ce qui est dans l'industrie littéraire, autour des bouquins, autour de la lecture, autour des maisons d'édition. D'accord. Et voilà, donc on n'a pas encore, tu vois, de choses concrètes à annoncer. Là, on va certainement... la seule chose concrète que je peux annoncer, qui est sûre, c'est qu'on va lancer une nouvelle newsletter / communauté autour de la non-fiction, des bouquins non-fiction. Et qu'on va lancer, ce sera peut-être selon quand tu sors ton podcast. Nous, on va lancer ça vers la deuxième partie du mois de juin. Donc voilà, je parle autour Super, du 20 et 30. On va faire en sorte qu'on soit synchro. Hein. Ouais. Et ouais, donc ça, c'est ce truc concret que je peux parler parce que c'est ce truc D'accord. je suis sûr. Et donc l'idée, c'est qu'on aimerait bien créer là une communauté autour de la non-fiction. Parce qu'en fait, la non-fiction, c'est des livres, mais c'est aussi des gens qui ont des aspirations, qui ont un certain mindset, qui ont des envies de progresser, d'apprendre. Donc il y a ce côté, venez, partageons ensemble nos bouquins préférés. Nous, on va du coup partager toutes les 2 semaines un livre sur la newsletter. Mais ça, c'est la première brique. Et je pense qu'après, ça va évoluer. Alors, ça peut évoluer avec une communauté en ligne, ça peut évoluer avec... on a plein d'axes possibles qu'on peut prendre. Et en parallèle de ça, on regarde beaucoup ce qui se passe dans l'édition, dans comment ça marche un peu l'industrie des bouquins. Alors on ne sait pas si on veut faire nos propres bouquins ou si on veut éditer des bouquins ou si on veut en acheter. Enfin, tu vois, on est en recherche. Ok. Donc, on essaie de comprendre cette industrie. Et puis voilà, donc j'ai pas beaucoup plus d'infos pour l'instant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai réussi. Ce que là où je suis content, c'est que là, je travaille sur un truc qui aligne vraiment mes passions personnelles et ce qui me donne du coup une énergie qui a pu me faire défaut peut-être des fois sur des projets où je sentais intellectuellement que j'aurais pu réussir à les développer, mais en fait, ça ne suffit pas, les compétences ou je ne sais quoi. En fait, il faut une motivation qui vient au fond de soi pour faire un projet pendant des années. C'est pas intellectuel un projet, ça vient des tripes. Ça vient des tripes. Ouais. Et du coup, là, tu arrives, bien sûr, il y a ce côté passion, mais il y a ce côté recherche aussi business, du coup. En gros, ça fait 2 ans que tu es sur ce côté contenu, création et production et alimentation on va dire de ton intellectuel et de tes envies. Mais il y a aussi maintenant cette recherche de recréer un business avec plein de valeurs et avec plein de... Ouais, complètement. Ce qui exclut pas de continuer, bien sûr. J'ai pas prévu d'arrêter la lecture, j'ai pas prévu d'arrêter oui, bien sûr. ma newsletter, mais c'est vrai qu'il y avait cette envie, en tout cas, de mettre mon énergie sur ce que j'appelle un gros projet, même si j'aime pas quand on démarre un truc, on sait pas ce que ça va être gros, ça va exister, mais tout court. Mais en tout cas, de me mettre que ma vie quotidienne, en fait, ait un gros projet, en fait. Il y a un gros projet dans ma semaine, quoi, qui me prend mon temps de cerveau, qui me passionne et qui me donne envie de tout éclater, quoi, d'avancer. et donc là, on creuse ça. Mais après, même au niveau des podcasts, tu vois, là, même si je me retire de l'animation de mes podcasts qui existaient, je pense que je vais du coup en lancer d'autres, au moins un en tout cas, mais plutôt lié justement peut-être à ce projet là dont je te parle. Parce que cet embryon de projet dont j'ai commencé à évoquer avec toi là. Donc il y aura encore son. Moi j'aime bien l'audio, j'aime bien créer du contenu, mais ça servira certainement mes projets quand même. Oui, donc en gros, ce qu'on peut commencer à résumer, c'est que tu crées du contenu pour laisser une trace, mais surtout pour toujours être en adéquation avec ton besoin, tes envies et tes projets du moment. Ce qui était le cas d'ailleurs avec Dans la tête d'un VC, du coup, comme j'ai expliqué, parce que je ne lance pas pour le plaisir de faire un podcast sur le VC, c'est parce que je voulais devenir moi-même VC, donc rencontrer les gens de l'écosystème, gagner de la visibilité. Enfin, c'était vraiment... il y avait une motivation personnelle derrière. Donc la création de contenu et le partage de contenu, en gros, c'est quand ça intéresse les gens, ça nourrit les gens, mais il y a cet alignement aussi quand c'est égoïste presque. Ouais, je pense qu'il faut... tu vois, par exemple, avec les podcasts que je dis à Mehdi ou à Thomas qui fait Dans la tête d'un PM, que je produis aussi,
Oui. Je leur dis, le meilleur moyen de faire un bon podcast pour que les gens le kiffent, c'est d'être très égoïste, dans le sens faire l'épisode que toi tu as envie d'avoir, de pas penser aux gens justement. Oui. Et si toi tu kiffes le podcast que tu vas enregistrer, tu kiffes les questions que tu poses et les échanges que tu as, les gens les aimeront, quoi. Et du coup, je pense que le contenu, il faut nuancer un petit peu, mais il y a ce côté, il faut que toi, pour que tu puisses durer, il faut que tu aies un intérêt de le faire aussi. Faut pas être oui, je comprends. hypocrite après, faut pas dire ouais, je fais que pour les gens. Moi, c'est parce que je kiffe faire ça. Voilà, si j'aimais pas écrire une newsletter, je n'écrirais pas tout simplement, quoi. Donc mais après voilà, et puis après c'est cool parce que tu sens que voilà, les gens, ça leur apporte des choses, ils t'envoient des messages, tu te fais des amis aussi. Moi le contenu, je crois que je l'ai déjà dit dans d'autres circonstances, mais la plupart de mes amis d'aujourd'hui, d'une manière indirecte ou directe, je les ai ancrés vers mon contenu ou leur contenu en tout cas. Oui. Donc ouais, ça c'est sûr, je le vois actuellement, c'est sûr. Donc aujourd'hui, tu vas devenir. En quoi consiste cette partie de production de podcast? En quoi tu vas avoir. Quelle va être l'implication dans des podcasts que tu n'animes plus? Comment ça va s'articuler, ça? En fait, avec les animateurs, on a un Notion tout simplement, enfin un outil de gestion de projet, et on réfléchit ensemble à la stratégie en fait, parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai envie de tester dans le monde du podcast, tu vois, que ce soit des épisodes en live pendant la tête d'un VC, des épisodes en anglais, tu vois, enfin des formats que j'ai pas pu faire. Et après, j'ai pas, alors ça va paraître peut-être un peu brouillon, mais il y a à la base, pour totalement transparent, en fait, il y avait un projet de monter une boîte de production, ou en tout cas autour du podcast. D'accord. Pourtant, j'ai un peu changé d'avis là-dessus. Ouais, je pense que c'est pas forcément le projet, en tout cas sur cet angle-là, à court terme, que j'ai envie de faire. Donc là, je vais plutôt voir l'existant, éventuellement peut-être produire d'autres podcasts, mais je serai pas si ça devient un gros projet, ce sera pas moi en tout cas le CEO ou en tout cas l'acteur principal de ce projet. Parce que j'en reçois des fois des propositions de produire des dans la tête d'un je ne sais quoi, enfin plusieurs, plein de choses, sans en dénigrer, hein, il y a des super propositions, mais on a proposé plusieurs formats de dans la tête d'un à faire. Donc là c'est plutôt, j'ai envie d'expérimenter dans la tête d'un VC, continuer à développer dans la tête d'un PM et éventuellement dans la tête d'un CEO aussi. Là j'ai des propositions pour continuer ce podcast là. Mais ça va plutôt être un terrain d'expérimentation et puis aider les gens moi ça permet d'apprendre toujours sur le contenu avec eux, et ces personnes-là, ça leur permet d'avoir tout de suite une audience, tu vois, qu'ils n'auraient pas eu s'ils commençaient tout seuls de zéro, et puis de les accompagner aussi sur comment développer éventuellement une communauté autour de dans la tête d'un VC par exemple. Tu vois, ça peut être créer un produit avec dans la tête d'un PM. Tu vois, on a des idées comme ça, des choses. D'accord. Moi ça me permet d'apprendre toujours des choses sans être le gars qui fait des podcasts toutes les semaines, quoi. Ok. Donc c'est plus il y a pas en tout cas il y a pas une grosse logique business, en tout cas de monter un gros business autour de ça pour l'instant, mais d'expérimenter. Tu expérimentes et tu avances. Ok. Ouais. Et si on passe les 10 dernières minutes, je vois le temps là pour ton impératif. Je veux surtout pas te bloquer. Si on passe les 10 dernières minutes sur on va dire une partie conseil. On va dire que je suis start-upper, je monte un projet, j'ai une envie, je n'ai aucun contenu et aucune communauté, je suis perdu à Clermont-Ferrand en Auvergne comme actuellement. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire et de quelle manière? C'est toujours une question difficile ça, mais c'est vrai que le contenu reste un super moyen en fait de démarrer en fait dans une activité, que c'est un objectif de lancer une boîte ou de rentrer dans une industrie ou d'apprendre quelque chose de manière générale. Il y a eu énormément de gens qui ont lancé des Substack, des newsletters de manière générale, ou des podcasts, notamment pendant le confinement, pour des raisons assez logiques, hein. Les gens devaient s'ennuyer et puis se dire pourquoi pas tester. C'est hyper intéressant, et c'est très bien qu'il y en ait plein qui aient essayé. Déjà la première chose par rapport à ça, c'est que le principal, c'est de durer, surtout c'est pas de lancer une newsletter, c'est de est-ce que ça va me plaire, et si ça te plaît, du coup comment tu fais pour maintenir ça sur des mois, des années ou voire des décennies comme Seth Godin par exemple.
avec son blog. Oui. C'est là où tu récoltes vraiment les fruits de ton travail, hein, sur le long terme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le contenu, c'est jamais une mauvaise idée. Moi, je pense que tout étudiant, toute personne qui démarre dans la vie active devrait créer du contenu, même si il n'est pas hyper suivi. Je pense qu'il ne faut pas se frustrer, parce qu'il faut savoir pourquoi tu le fais, quoi. Si demain tu lances un podcast, par exemple dans la tête d'un VC, imaginons qu'il n'y aurait pas eu la visibilité qu'il a pu avoir, j'aurais quand même pu rencontrer tous les VC, en fait, parce qu'il se trouve que les gens, en fait, que ton podcast fasse quelques centaines ou quelques milliers d'écoutes, en fait, ils vont te dire oui quasiment la même proportion du temps. Donc, et si du coup la raison pour laquelle tu le fais, c'est je veux rencontrer ces gens-là, eh ben, te frustre pas si t'es pas hyper suivi. Parce qu'en fait, il faut préciser aussi que tous les contenus n'ont pas forcément vocation. Tout le monde ne peut pas avoir des trucs qui sont hyper suivis. En tout cas, il faut tester plusieurs formats, tu vois, pour trouver celui qui va exploser. Mais Oui. si ta valeur, entre guillemets, enfin, le résultat que tu veux, c'est beaucoup d'audience, déjà, tu contrôles pas. Donc, tu peux vite être frustré et vite arrêter. Ou le moyen d'avoir beaucoup d'audience, c'est d'itérer et faire plein de formats différents jusqu'à trouver le format qui convient, quoi. Mais là, mais si ta motivation, c'est d'apprendre, là, faut que tu t'en foutes un peu peut-être à court terme, en tout cas, des audiences. Des audiences, ouais. Donc, ouais, du coup, c'est vrai, c'est ce conseil de créer du contenu, de durer dans le temps si c'est quelque chose qui te plaît, de définir tes objectifs, pourquoi tu crées, de pas oublier pourquoi tu le fais. Si besoin, après, tu fais évoluer tes objectifs, mais du coup, il faut être aligné toujours avec ces objectifs. Ouais, donc ça, c'était le concept. Ouais, je parlerai du contenu, du coup, qui est le truc le plus puissant, je trouve, parce que tu vas rencontrer du monde, tu vas être obligé à avoir une certaine rigueur et de publication. Tu vas devoir avoir aussi une rigueur dans l'approfondissement de tes idées, de tes pensées, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu serais focus sur un média non, celui pour lequel tu es à l'aise, il faut tester, quoi. Ça dépend des gens. Moi, je sais que j'aime bien l'écriture, j'aime bien l'audio. La vidéo, je me sens moins à l'aise. Il y en a qui commencent direct par la vidéo. Il y en a qui vont faire, je sais pas, sur TikTok ou sur je ne sais quelle plateforme, sur Instagram, ils vont être hyper forts et ils vont créer un média comme ça. C'est une création, c'est de la création de contenu également. Oui. Donc c'est à tester, voir vers quoi faut faire chacun. Enfin, faut pas faire tout en même temps, quoi. Faut les prendre un par un et tester rapidement pour voir si ça nous plaît. Faut pas se mettre à lancer du jour au lendemain une newsletter, un podcast, une chaîne YouTube, une page Instagram, etc., etc. Et là, tu vas tout rater, quoi, si tu fais ça. Mais ou peut-être 2 maximum, parce que des fois un nourrit l'autre. Par exemple, LinkedIn nourrit ma newsletter, par exemple. Instagram peut nourrir, je sais pas, une chaîne YouTube avec les swipe up et choses comme ça. Ouais, en gros, si je théorise ça, il faut quand même 2. Il faut toujours un canal ouvert, donc Twitter, LinkedIn, Facebook, ce que tu veux, quoi, les réseaux sociaux, et un canal fermé. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas une newsletter, éventuellement un podcast, même si c'est quand même assez ouvert, un blog personnel, enfin des choses qui t'appartiennent, quoi. Je pense que le combo ouvert aux gens, le combo gagnant, c'est ça, ouais. Et excluant, entre guillemets, inscris-toi, sinon t'as pas accès à ce contenu. Et là, on crée une relation avec plus d'interaction, plus d'intimité. C'est la bonne chose à faire, je pense. Et on voit des gens sur excellents. Là, je suis un mec comme David Perel, par exemple, un Américain qui est très bon, qui aide les gens à apprendre à écrire des essais, des articles, et à écrire, en fait, et à créer ce qu'il appelle leur monopole personnel, en fait, en ligne. Et il est excellent sur Twitter, comme Naval Ravikant peut être excellent, enfin, et d'autres. Et après, il a une mailing list, il a toute une stratégie, voilà, avec son podcast aussi. Enfin, il y a vraiment une réflexion derrière de comment, à quoi me sert chaque réseau, à quoi me sert chaque contenu que je crée. Bon, ça, c'est parce que c'est abouti, hein, le mec fait ça depuis des années, mais en tout cas, pour commencer, moi, je conseille, c'est prendre un média, le tester, voir si ça te plaît, changer si nécessaire, et surtout de se mettre d'accord sur, comme je me répète un peu, mais de se mettre d'accord sur pourquoi tu fais ça, quoi. Et je rajouterais, parce qu'en fait, tu l'as fait peut-être très naturellement, et j'aime aussi le faire, c'est aller chercher une petite communauté d'autres personnes sur ce même média. En fait, c'est vrai qu'on peut tout de suite, ça permet d'aller un peu plus vite, soit dans la réussite, soit justement parce qu'on n'aime pas trop et on voit et on s'en aperçoit rapidement.
Ouais, complètement. La force de la communauté, la micro-communauté, même encore plus forte. Donc, des gens de groupe de 6, 7, 8 personnes max, et avec le même objectif. Et là, c'est ce qui va t'aider à durer dans le temps, ce qui va t'aider à progresser, ce qui va t'aider à faire du réseau. Et moi, je le ferai toute ma vie, ça, d'avoir toujours ce groupe, peu importe le domaine dans lequel j'opère, j'aurai toujours un petit groupe comme ça. C'est super, je mettrai beaucoup, tous les liens qu'on a partagés, surtout la newsletter et les podcasts, ton site aussi. Il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'on peut parler de cet objectif, ce rêve, cette passion que tu as pour le basket, la NBA? Sur ton site, il est clairement affiché pour l'instant que l'un de tes objectifs un jour, c'est d'être propriétaire d'une équipe de NBA. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu cette réflexion, cette envie, et puis si elle a évolué, pourquoi? Ouais, complètement. C'est vrai que du coup, ça fait toujours réagir les gens, comme je te disais. Il se trouve, en fait, tout à l'heure, je t'expliquais que, aussi dans le poker que dans mes aventures avec Fetch, enfin, la startup, l'argent n'a jamais été la motivation principale. Et vu que l'argent n'a jamais été mis en avant dans mes priorités, c'est pas, si tu mets pas en avant, tu peux pas en gagner beaucoup, quoi. Enfin, tu vois, et le hasard peut faire, j'ai failli, il se trouve que j'ai failli si on gagnait beaucoup avec Fetch, à peu de choses près, mais ça aurait été, peut-être que c'est ce qui aurait fait la différence aussi. Peut-être que je me dis des fois, si j'avais mis cette intention vers l'argent, j'aurais fait basculer du bon côté cette grosse vente. Oui. Et en fait, il se trouve que l'année dernière, quand j'ai eu cette envie de devenir VC, de développer ces activités d'investissement, il y a eu une prise de conscience et si je jouais pas un moment, tu vois, pour me motiver au jeu de la vie tu veux faire de l'argent, montre-le, et puis le meilleur moyen, si tu veux en gagner beaucoup, c'est de se dire essaie d'acheter une équipe NBA, parce que ça veut dire, si tu peux en acheter une, c'est que t'es milliardaire, et du coup joue au jeu de est-ce que travaille jusqu'à devenir milliardaire, entre guillemets, en tout cas monte cette montagne. Il y avait un peu ce truc, il me fallait un challenge pour me mettre là-dedans. Je l'ai laissé, il se trouve que depuis j'en suis pas mal revenu. Après, pour la NBA, je peux peut-être expliquer, mais en rapide, je suis passionné de NBA, alors aussi bien par le jeu du basket, mais aussi la forme, comment sont structurées les ligues américaines, en fait. J'aime beaucoup par rapport au foot. En fait, c'est des ligues fermées. C'est un business, la NBA. Il y a un propriétaire de la NBA, et on appelle ça des franchises, des équipes, on appelle pas ça des clubs, comme au foot. Oui. Avec des droits, il y a plein de règles. Et du coup, au niveau business et stratégie, c'est beaucoup plus cool, en fait, de gérer une équipe NBA, alors que ce soit en tant que propriétaire ou en tant que general manager, que être directeur d'une équipe de foot, quoi, ou président d'une équipe de foot. Il faut être beaucoup plus stratège. C'est pas l'argent, en fait, il n'y a pas énormément d'écart d'argent entre l'équipe la plus riche et l'équipe la plus pauvre de NBA, et il y a des limitations en plus qui font qu'on peut pas, il n'y a pas une inflation des prix sur les transferts, ce genre de choses comme il y a au foot, quoi. Donc ça m'intéresse intellectuellement, en fait, aussi, au-delà de dire je vais acheter des milliards à une équipe. Donc en fait, je pourrais très bien me dire, plutôt que d'être propriétaire, je pourrais essayer un jour de partir aux États-Unis et essayer de me faire ma place. Ce serait dur, mais avec un poste haut placé, general manager d'une franchise, par exemple, qui nécessite pas d'être milliardaire, du coup, et plutôt d'avoir des compétences pour ça. Ça me donne une autre idée, c'est bien. Je partirai, ce sera dans quelques années. Maintenant, en plus que tu as, à mon avis, sûrement regardé la dernière série sur Netflix avec Michael Jordan, elle est vraiment top, The Last Dance. Ouais. Mais en tout cas, je te dis, là, je n'ai plus de nouveau ce drive vers l'argent, pour l'argent, etc., quoi, à être milliardaire. Là, c'est plus alignement, dans quelle industrie tu as envie d'apporter de la valeur, envie de créer quelque chose dont tu seras fier dans quelques années ou quelques dizaines d'années. Et voilà, donc au final, je pense que je suis pas quelqu'un. J'ai peut-être un peu essayé pas faker, c'est pas le terme, mais de trouver une incentive, on va dire,
pour faire du cash, beaucoup de cash. Mais c'est juste, c'est pas moi en fait. Moi, je suis plus quelqu'un. Voilà, moi, tu vois, j'ai pas besoin de. Si je partais quelque part, je prends juste des bouquins, quelques fringues, mon ordinateur et je suis content en fait. Quoi. Enfin, j'ai pas besoin de plus en vrai. C'est ce que tu as fait il y a 2 mois et demi quand tu es parti à Nancy, quoi. Ouais, exactement. Et là, je vais vadrouiller un peu chez des potes aux quatre coins de la France, que les gens s'extraient un peu de Paris en ce moment, et peut-être de manière plus prolongée que ce qu'on peut penser. Mais moi, j'ai pas besoin de beaucoup de choses, donc au final, enfin, toi, on trouve toujours de quoi dépenser de l'argent. En tout cas, je pense que c'est pas en moi de me dire je veux devenir méga riche en fait. Et du coup, le côté billet, c'est le côté kiff, et en même temps de dire si il faut faire beaucoup d'argent pour l'acheter, donc c'était un moteur quoi. Mais c'est pas le moteur de ma vie finalement, je pense. Super. Est-ce que j'ai oublié de te poser une question, ou est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Si tu as oublié de me poser une question, c'est ça? C'est pas facile ça. Non, bah écoute, moi je suis là pour répondre à tes questions, donc moi j'ai pas le sentiment qu'on a oublié. Après, c'était très cool, je trouve ça bien d'avoir parlé de contenu, parce que c'est quelque chose, tu vois, quand on me contacte sur LinkedIn, où je suis toujours. C'est souvent ma réponse, quoi. C'est les gens me demandent des fois, il y a des gens qui viennent me voir, ils me demandent de leur donner mon avis sur des choix d'études, par exemple. Ça m'arrive peut-être, je sais pas, 5-10 fois par an, tu vois. C'est hyper, sachant que pour un mec qui a pas vraiment fait d'études, c'est toujours marrant, et qui a pas forcément une grande estime des études, même si j'en suis revenu un petit peu. Avant, j'étais un peu anti école de commerce. Ça, c'est moins le cas maintenant. Pour ma pensée a évolué sur les études. Il y a un intérêt quand même. Mais même si je trouve que l'éducation c'est une catastrophe, mais ça c'est encore un autre débat. Peut-être que le projet autour des livres va arriver à un moment sur un projet d'éducation. C'en est un d'une certaine manière déjà, mais oui, complètement, complètement, ouais. Mais donc en tout cas, ce conseil que je donne toujours aux gens de base, de faire du contenu, de créer des choses, de lancer des projets, en tout cas de produire. Du coup, c'est pour ça que je suis content qu'on ait pu prendre cet angle dans cet épisode avec toi. Ouais, super. Je suis très content parce que je suis à l'heure et j'étais très très content, et j'étais encore une fois, il y a aucun hasard, donc on a failli l'enregistrer il y a quelques semaines, et on aurait sûrement abordé un petit peu plus chronologiquement, et on aurait suivi peut-être le long fleuve non tranquille des 15 dernières années de JCK, mais là ça permettait du coup de faire un petit focus, une verticale comme on dit, et ça correspond aussi à nous, ce qu'on a fait pendant ce confinement. On a vraiment structuré et lancé un peu plus des projets et un studio de production autour du podcast et de ce média très très riche. Donc ça correspond aussi à de manière égoïste à ce que j'avais besoin et ce que j'avais envie d'apprendre et d'échanger. Bonne manière de faire aussi. On en reparlera, et j'ai hâte du coup d'en apprendre un peu plus sur et de mettre un nom sur ce prochain projet, de voir un peu comment il va moi aussi, évoluer. Moi également. C'est super. Merci beaucoup, Jean-Charles. C'était encore une fois riche, pertinent et essentiel. Il faut produire, faut prendre sa responsabilité de créer. C'est pas tout le temps toujours facile, mais il y a toujours plein de ressources et de découvertes à la clé, donc allez-y. Et merci pour ton invitation, Gaël. Super, à très bientôt, et allez faire un petit tour dans les notes. Il y en aura, à mon avis, cette fois-ci un peu plus que d'habitude, parce que Jean-Charles produit et a plusieurs liens, plusieurs sources où on peut te rejoindre, t'écouter, prochainement un peu moins, mais il y a quand même de la matière pour t'écouter, et tu vas relancer d'autres choses, donc c'est super. Merci beaucoup. Salut. Un très très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque, un conseil ou un besoin ? Appelle-nous au 06 59 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante:
à vous les studios @a-venturehumaine.com. Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi. Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. À bientôt!